Juste en préambule, peut-être redire que aide et les données de santé, c'est un de nos sujets majeurs de préoccupation, que effectivement ça fait partie d'un de nos axes associatifs et que on est dans un système qui, enfin, on a nos propres systèmes de données où on récupère pas mal de choses. On est aussi impliqué dans plusieurs groupes de travail et du point de vue très global, Aide considère que les données de santé, c'est vraiment un fort potentiel pour l'innovation en santé et c'est primordial. Je vais commencer mon exposé autour d'abord du consentement, même si un certain nombre de choses ont déjà été dites. Et puis ensuite, plutôt ce que nous, on attend aussi les patients de donner nos données de santé, qu'est-ce qu'on attend en retour. Et puis pour terminer, je ferai juste un petit point qui fait écho à ce qui vient d'être dit tout de suite sur la place des associations dans pour le partage des données. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que pour les personnes qui donnent leurs données, il faut se munir de précautions et qu'il y a un besoin de sécurité qui va renforcer la confiance des usagers et des usagères. Il y avait tout à l'heure des choses qui étaient dites sur les difficultés de certains à vouloir consentir à donner l'accès à leurs données de santé. Le besoin de sécurité est important et il doit être pris en compte. Du point de vue des patients, il faut, je pense aussi, être conscient que les projets de recherche, ils doivent être tournés vers l'intérêt de la santé des personnes. Même si ça semble évident, ça va toujours mieux en le disant. Et ça nécessite d'être communiqué là-dessus pour que les personnes se sentent, aient envie de donner accès à leurs données. Je vais revenir un peu sur le consentement. S'il y a déjà des choses qui ont été dites, le consentement, pour nous, il est important qu'il soit éclairé et fort au moment du recueil des données avec les moyens qui doivent être adaptés. L'opt-out, en matière de consentement, c'est un mode dégradé et c'est pas forcément ce qui va générer le plus de confiance, même si on a bien conscience que ça simplifie le travail des chercheurs. Et Olivier Pollard vient d'en donner un exemple, mais faut bien avoir conscience que c'est pas forcément le meilleur levier pour générer de la confiance. Quand on est sur le moment du recueil du consentement, c'est certainement un moment très privilégié pour informer les personnes. C'est quoi les données de santé? C'est quoi la sensibilité des données de santé? On n'est pas toujours très au clair là-dessus. Et il est aussi important à ce moment-là d'avoir une information large sur les droits et aussi les moyens de recours. J'y reviendrai tout à l'heure. Développer des nouvelles professions, c'est assez indispensable pour accompagner à la fois les professionnels de santé, mais aussi les personnes lorsque leurs données de santé vont être mises en jeu. Ça a déjà été dit ce matin, mais là aussi je le répète, il est important de ne pas conditionner l'accès aux soins et aux droits de consentement des personnes par le recueil et l'utilisation de leurs données. Un petit point sur les conditions de stockage. Ça a été déjà aussi évoqué plus en amont. La solution d'hébergement des données de santé, elle doit concilier efficience technique, mais aussi droit des personnes. Et ça a été évoqué tout à l'heure en début de séance de façon forte. Et c'est un élément pilier sur lequel on doit s'attacher. Et donc, il faut continuer effectivement de s'appuyer, de respecter les avis des instances garantes du droit des personnes, notamment la CNIL et puis la Cour de justice sur l'Union européenne qui donne aussi des avis et des éclairages. Faire valoir les droits des personnes. C'est important pour faciliter le don des données de santé. C'est nécessaire de doter les personnes d'interlocuteurs
l'interlocutrice dans l'application de leurs droits, tout ce qui est rectification, suppression, opposition, correction. Il faut pouvoir faciliter tous ces droits-là, ce qui n'est pas forcément si simple actuellement. Et l'informatique n'est pas le meilleur moyen de faciliter tous ces droits-là. Donc, il faut développer ces possibilités-là pour les personnes. L'information sur les droits, elle doit être compréhensible, aisément accessible, formulée en des termes clairs et simples. La loi le dit, mais quand on regarde un peu la réalité, ce n'est pas toujours si simple, et donc de pouvoir s'adapter au public auquel on s'adresse. Le droit de recours, il doit être facilement accessible aussi, donc il faut en renforcer l'usage. Propose de centraliser l'exercice des droits, par exemple sur une plateforme où les personnes pourraient suivre l'utilisation de leurs données partagées. C'est une chose qu'on pourrait préconiser, parce qu'en ce moment, on a beau dire vous pouvez avoir accès aux résultats de la recherche, vous pouvez, mais concrètement, c'est pas si simple que ça. Donc, il faut se donner les moyens de mettre en œuvre les choses qui facilitent le don des données. Yazdan, on a parlé ce matin aussi sur la représentativité des données et écarter le risque de discrimination induit par notamment l'usage de certains algorithmes. Et là-dessus, la CNIL et le défenseur des droits, ils sont assez vigilants et c'est un point important, surtout sur les populations les plus discriminées ou les populations vulnérables ou les populations en faible nombre qui doivent être représentées aussi, tout en gardant la sécurité de leurs données. L'acculturation de l'ensemble des acteurs, elle doit aussi être augmentée. Ça nécessite la formation des professionnels sur l'information à délivrer préalablement au recueil des données. C'est pas si inné que ça. Pour aller chercher la confiance et l'adhésion des personnes, il faut former les professionnels. Former aussi les personnes sur les données en général, les droits à leur recours. Probablement, il y a une place pour les associations des usagers, accompagner leur montée en compétences, aussi pour qu'elles puissent être le relais d'informations adaptées à leur public. Rien de mieux que les associations de personnes concernées par une pathologie ou par des difficultés pour pouvoir les accompagner au mieux. Ça va nécessiter probablement de développer de nouvelles professions pour accompagner les professionnels de santé et les personnes concernées. Et enfin, dans le niveau d'acculturation qui semble nécessaire aussi, il va falloir plus fortement impliquer les représentants d'usagers et d'usagères du système de santé dès la conception des outils de recueil et pas au cours du processus en leur disant « vous pensez que c'est bien », c'est pas comme ça que c'est le plus efficace et il faut les associer dès le début. Sur ce qu'on attend en tant qu'usager du système de soins et sur lesquels on donne nos données de santé, c'est de l'information sur les résultats de la recherche. Donc cette information, elle doit passer d'abord par l'information des personnes concernées. Elle doit être publique, elle doit être lisible et compréhensible. Elle doit aussi pouvoir servir l'éducation thérapeutique des personnes quand on est sur de la recherche médicaments, par exemple. Ça nécessite aussi une information plus grand public aussi, avec l'apport de la collecte et de l'exploitation massive des données. Qu'est-ce que ça donne? Et puis, sur cette information, on doit aussi l'orienter sur l'évaluation des dispositifs. Donc, ils doivent être évalués et on doit communiquer sur ces évaluations. Un sujet que je pense n'a pas été tout à fait encore abordé, c'est l'histoire de la transparence financière. D'abord viser l'utilité publique de la recherche et des données de santé et pas leur finalité commerciale. Ça nécessite certainement d'évaluer leur valeur d'usage. Ça vaut quoi des données personnelles de santé? Ça permettrait de mesurer l'intérêt économique que ça représente, d'accéder pour les porteurs, les porteuses de projets, et notamment on pense aux industriels sur qui nous, les associations
d'usagers, on demande une plus grande transparence financière. Ils ont des intérêts à utiliser les données de santé, et donc quels intérêts ils y trouvent, et notamment financiers. Et vous verrez que du coup, ça peut avoir des conséquences sur la suite, qui sont notamment la mise à disposition effective des produits de la recherche. Et là, on pense effectivement fortement aux médicaments, avec des exemples assez récents de médicaments à des prix très excessifs qui ont été mis sur le marché et qui limitent leur effectivité pour les patients dont ils en ont besoin. Et donc, on pourrait espérer une baisse de prix de tous ces médicaments nouveaux. Donc ça fait partie des retours qu'on pourrait attendre aussi de la mise à disposition des données de santé vis-à-vis des chercheurs. Pour terminer, je parlerai de donc, quelle place pour les associations de représentants d'usagers en général. Ce qui est intéressant pour nous, c'est aussi d'avoir accès aux données, et c'est un accès facilité. C'est compliqué de pouvoir avoir accès au SNDS, par exemple. Donc, on souhaiterait que cet accès soit facilité, parce que nous, on peut exploiter aussi ces données. Effectivement, dans les associations, on fait aussi de la recherche. Mais on a aussi plein de données. Ce matin, je disais à Florence Lotte qu'effectivement, on faisait 35 000 dépistages et qu'on avait plein de données là-dessus et que visiblement, ce n'était pas exploité. C'est peut-être un peu dommage. Donc, la possibilité pour nous de faire valoir les données qu'on a. Et tout à l'heure, la question, elle posait aussi là-dessus. Donc, on demande aussi à être représenté dès le début de l'élaboration des projets de recherche pour pouvoir faire valoir nos places et coordonner les parcours avec les usagers et les professionnels pour faciliter la prise en compte de ces données. Pour conclure, je serai rapide en disant qu'il y a effectivement pour nous un grand intérêt à ces données de santé, mais que ça nécessite vraiment un cadre extrêmement fort qui doit faciliter à la fois l'adhésion, mais aussi garantir le consentement, et que l'intérêt pour les usagers doit être pris en compte avec de l'attente de retour. Merci beaucoup Catherine Aumont. Alors, est-ce qu'on a une ou deux petites questions pour Catherine Aumont, s'il vous plaît? Ah, ici, juste au fond. Ah, là. Bonjour, Victor Galarraga, interprète de service public et médiateur en santé, aussi militante chez Z. Je me pose une question générale, bon, pas spécifiquement pour Catherine, mais sur la notion de consentement éclairé dans le recueil des données quand dans un cas évidemment très nombreux, comme le cas de l'épidémie de VIH, on travaille avec une population qui est non francophone, qui est allophone plutôt. Et moi, je me suis trouvé en tant que médiateur dans la position de devoir évidemment expliquer de façon très précise et très claire en quoi ça consisterait le recueil de certaines données et l'utilisation de certaines données pour avoir le consentement des participants à des études ou des participants à des cohortes, enfin, quoi qu'il en soit. Je me pose la question parce que le nombre d'interprètes professionnels, dont moi et d'autres, n'est pas nombreux forcément. On est dans la débrouille en général, soit dans des structures de santé publiques, soit aussi dans l'associatif. Donc je me pose la question sur ça, sur comment procéder quand on fait face à un nombre extrêmement important de sujets qui sont allophones devant la notion de consentement. Vous utilisez tous de façon différente des notions comme éclairé, transparent, lisible, compréhensible, mais quand on fait face à nouveau à, moi je n'utilise pas le nom barrière des langues, mais quand on utilise dans ces cas-là la vulnérabilité particulière que l'allophonie
produisent. Ouais. Quelqu'un veut répondre? Probablement, ça demande des moyens, forcément, et peut-être de la sensibilisation aussi aux professionnels de l'interprétariat. Ça veut dire quoi le consentement éclairé? Et du coup, pour qu'eux ils soient un peu sensibilisés et puissent retransmettre le message qu'on attend en tant que chercheur ou professionnel de santé. Peut-être, du coup, c'est dans la formation des interprètes qu'il faudrait inclure cette dimension-là, notamment les interprètes qu'on retrouve dans le domaine de la santé. Alors, vraiment rapidement, parce que là, on va passer à la dernière intervention, on n'aura pas le temps. Mais il y a plusieurs questions. Moi, je voulais juste poser 2 remarques. La question de l'acculturation. Enfin, il y a 2 notions en fait dans cette présentation qui sont, je trouve, super importantes. Celle de l'acculturation, déjà, à mon avis, elle est essentielle parce que, en fait, le consentement tacite ou l'opt-out, c'est très bien, mais ça ne va pas permettre en fait d'éduquer les personnes à ces questions des données. Et à terme, je pense que finalement, c'est l'acculturation scientifique qui est en jeu. Voilà, de la population au sens large, et l'importance en fait de participer à la recherche, elle doit passer aussi par toutes ces étapes du droit. Au bout d'un moment, en fait, si on les respecte pas, ça va bloquer. Et on l'a vu avec le DMP qui fonctionne sur l'opt-out. Il y a quand même des communautés qui sont opposées. Ça a créé vraiment une levée de bouclier avec injonction pour tous les représentants de la communauté de s'abstenir en fait d'utiliser le DMP. Donc je trouve ça un petit peu dommage de se passer du consentement de l'opt-in. Et sur la question de la rétribution, la valeur marchande des données, ça aussi c'est pas souvent abordé, mais pourtant c'est vraiment partout en fait, enfin en dehors en ce qui concerne, lorsque ça concerne pas les personnes qui les fournissent, c'est partout. Le rapport de Villani, c'est vraiment améliorer la souveraineté et l'économie en France, etc. Tout le monde en fait suit ce parcours, cette valeur marchande des données, mais lorsqu'il s'agit des personnes, en fait, on parle d'altruisme des données. Il faut inciter. Presque si on donne pas ces données, en fait, on est des voleurs. Et je pense qu'il faut vraiment inverser cette tendance. Et quand on verra en fait que les personnes à qui on n'a pas demandé un consentement libre et éclairé, elles se sentiront volées, on les aura en fait volées de leurs données. Là, je pense que le rapport de force il sera inversé. Donc pour une rétribution indirecte, un accès aux médicaments ou plus direct, je pense que c'est là qu'il faut appuyer en tant que CASO. Merci beaucoup Christophe. Fabrice, si tu veux parler, c'est 30 secondes, même pas. Non, juste, il y a une tension qui traverse cette table ronde. Je veux dire, une tension entre, d'une part, le droit, d'autre part, la pratique et la nécessité de mettre en place des pratiques et d'acculturer qui prend du temps et qui coûte de l'argent, et la nécessité, alors réelle ou supposée, pour les chercheurs d'aller vite, de faire du recueil de données en temps réel, d'exploiter les données en temps réel. En temps de crise, ça s'entend. Et en fait, vous abordez ces 3 sujets comme ça, vous posez des choses, il y a un moment où il va bien falloir commencer à travailler, à résoudre les tensions, et notamment parce qu'aussi on entend beaucoup des chercheurs qui peuvent être par ailleurs engagés de manière associative, dire que toutes ces règles juridiques, que je conteste absolument pas, mais sont un frein considérable pour arriver à produire des résultats au bénéfice des communautés. Je ne dis pas ça pour dire qu'on ne veut plus de règles, pas du tout. Mais il y a vraiment des choses à travailler pour les régler. Et ça, c'est une tension majeure, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'effectivement, il faut aller vite d'un côté, et en même temps, le droit nous contraint à aller lentement. C'est de votre faute. Bon, allez, dernière, parce que là, on n'aura pas de pause, je vous le dis tout de suite. Ouais, merci. Guy Molinier pour Octobre Sud-Ouest. Mais justement, moi, je partage l'avis de Catherine Lemoine qu'il faut former les personnels et aussi les associatifs et autres pour expliquer le consentement éclairé aux personnes concernées, aux usagers. C'est un très bon travail pour l'éco-revue, ça, je pense. Si on veut que ça se fasse au plus grand nombre et que
qu'on puisse toucher les personnes le plus large possible, qui partent pour qu'elles soient au courant par rapport à leurs données. Je pense que ça pourrait être pas mal un axe de travail sur EcoRevie. On pourrait vraiment qu'elles puissent faire ce type de formation au niveau des professionnels et autres pour expliquer aux usagers leurs droits, quoi.